quand tu travailles beaucoup, je sais pas comment tu peux gérer une, deux, trois, même une boîte, faire un peu de contenu par ailleurs, voir tes potes tous les soirs et avoir une famille. C'est impossible. Si vous faites quelque chose dans l'immobilier et que vous avez l'impression de faire un truc exceptionnellement différent de ce que tous les autres font, c'est plutôt mauvais signe. Et pour moi, c'est ce qui est fascinant dans ce secteur immobilier et qui doit donner envie à beaucoup de gens d'investir dans l'immobilier en réalité, c'est qu'on quadruple les taux, les prix bougent pas. Tu vois, aller boire une pinte avec un pote, tu vois, un soir de semaine, genre ça m'est pas arrivé depuis 15 ans et ça m'arrivera jamais. Et moi, à la fin de mon stage, mon patron qui était dans l'immobilier, on en parlera j'imagine, il m'a dit est-ce que tu veux retourner à l'école ou faire le tour des grandes capitales européennes avec moi pour essayer de voir où est-ce que je peux investir mon argent. Dans les 10 dernières années, les gens qui ont gagné de l'argent dans l'immobilier, c'est les gens qui ont acheté le plus de choses avec l'optique de les revendre quand les taux seraient plus bas. Celui qui va gagner de l'argent dans les 10 prochaines années, c'est celui qui va... Eh ben, bienvenue à tous les amis, nouvelle interview aujourd'hui avec un invité assez spécial, Vincent, bienvenue. Salut Timothée, salut à ta Trop bien en tout cas de t'avoir sur la chaîne aujourd'hui, on a plein de choses à voir, on va parler d'IA, on va parler d'IMO. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne te connaissent pas, te présenter brièvement ce que tu fais dans la vie, un peu ton parcours dans les grandes lignes? Yes, je m'appelle Vincent Pavanello, je viens de Saint-Étienne, je suis arrivé à Paris il y a presque 10 ans pile, puisque c'était en 2014, en août 2014, pour faire une école de commerce parmi les trois parisiennes. À vous de deviner laquelle. Ce n'est pas très important puisque je ne l'ai pas terminé. J'en suis parti avant d'être diplômé. C'est pas un conseil que je donne, mais c'est mon expérience à moi. Et pour le dire en un mot, entre la première et deuxième année de l'école de commerce que j'ai faite, il faut faire un stage de 3 mois. Ouais. Et moi, à la fin de mon stage, mon patron, qui était dans l'immobilier, on en parlera j'imagine, il m'a dit est-ce que tu veux retourner à l'école ou faire le tour des grandes capitales européennes avec moi pour essayer de voir où est-ce que je peux investir mon argent. Trop bien. Et donc j'ai dit bah écoute, je vais vous suivre parce que je le vous voyais et je le vous vois toujours d'ailleurs ce monsieur. Je le vois toujours. Je le vois toujours et je le vous vois toujours. Okay. Et j'ai dit ok, donc j'ai appelé l'école en disant que je ne serais pas là cette année ni l'année prochaine. Et donc pendant 2 ans, on a fait des opérations immobilières uniquement avec les fonds propres de la personne pour qui je travaillais. Au Portugal, en Espagne, en Italie, en République tchèque. On a même regardé des marchés encore plus exotiques en Amérique du Sud ou en Afrique. Et donc c'est là que j'ai beaucoup appris, si tu veux, sur l'immobilier. Et quand je suis revenu en France, parce que j'étais beaucoup du coup dans ces géographies-là jusqu'à fin 2016, on va dire, en 2015, 16, 17, je me suis dit que je voulais travailler dans l'immobilier parce que j'aimais bien cette matière multidisciplinaire, tu vois. Pour faire de l'immobilier, il faut savoir un peu compter. C'est transversal. Il faut savoir un peu comprendre les politiques pour avoir des permis, il faut savoir vendre, il faut savoir un minimum de technique pour que le bâtiment il s'effondre pas. Et j'ai bien aimé ce côté multidisciplinaire et donc depuis 2017, je suis entrepreneur à mon compte via différentes activités, uniquement dans le secteur immobilier, dans lequel je connais pas mal de gens. En tout cas, j'ai rencontré des centaines de dirigeants partout en France et un peu ailleurs dans le monde. Et donc, ça m'a permis d'avoir peut-être une vision... parfois assez fine des tendances de fond. Et puis assez novatrice. Du coup, on essaye. Moi, tu sais, quand tu arrives dans un secteur, tu as des gens qui sont là depuis 30 ans, qui gagnent bien leur vie. Et donc, qu'est-ce que tu peux leur apporter ? Un peu vieillissant. Carrément. Et moi, je me suis dit, j'aime bien écrire. J'ai qu'à écrire sur les nouvelles tendances du secteur. Par définition, comme elles sont nouvelles, peut-être qu'il y a des professionnels qui seront intéressés à les découvrir. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'immobilier, en étant une sorte d'observateur des nouvelles tendances de l'immobilier. Et si je dois faire un tout petit teasing, la nouvelle tendance de l'immobilier en France, c'est à peu près la nouvelle tendance de l'immobilier aux États-Unis il y a 1 an. Donc tu regardes ce qui se passe ailleurs et tu te dis que ça va venir en France. Ça a été ça mon travail pendant longtemps. Ok. Et ce monsieur du coup que tu as trouvé en stage, tu l'as trouvé comment Il prenait des stagiaires en fait de mon école chaque été. Donc c'était vraiment, je pense que j'étais le 10e ou le 8e. C'était un family office ou un truc Ouais, comme c'est ça. quelqu'un qui avait fait fortune en introduisant en bourse au Nasdaq une entreprise de la tech dans les années 80. Qui faisait des cartes qui ouvraient des portes sans contact. À l'époque, c'était révolutionnaire et qui a réinvesti une grosse partie de sa plus-value dans des opérations de promotion immobilière ou dans de l'investissement immobilier, mais à des montants assez importants pour un privé. Et donc, voilà, qui n'avait pas forcément une équipe très structurée. C'était un peu un one-man show. Donc ça, vous étiez combien ? Par exemple, tu partais en Pologne pour un projet 10 personnes en Pologne, 10 personnes au Portugal et 10 personnes à Paris. Et 10 personnes à Paris. Et dans les autres pays, on trouvait un partenaire local. C'est peut-être d'ailleurs un premier bon conseil qu'on peut donner. Nous, soit on avait une équipe et on faisait de la promotion immobilière en direct. Donc nos équipes trouvaient les terrains, on construisait, on vendait. Et dans les pays où on avait des bonnes convictions, on disait ça, mais on n'avait pas d'équipe, on trouvait un partenaire local. On finançait opération par opération. On refusait d'ailleurs plein d'opérations, évidemment. Et donc c'était ça le modèle. Et c'est un sujet peut-être qu'on abordera, mais je pense que l'immobilier est de plus en plus un métier local. Dans lequel il faut avoir des partenaires et donc aujourd'hui aller acheter un actif en Roumanie sans avoir un Roumain qui m'aide à déchiffrer un petit peu, vous êtes sûr d'acheter le terrain qu'aucun Roumain voulait acheter. Grosso modo c'est ça. C'est assez rare qu'on gagne de l'argent quand on a ce genre de contraintes, donc voilà ce qu'on faisait à l'époque et c'était assez passionnant. Trop bien.
Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, pour toi aujourd'hui, est-ce que ça aurait un intérêt pour un investisseur qui regarde cette émission par exemple, de se dire bah, tiens, j'ai acheté un appart, 2 apparts en France, ça tourne bien. Est-ce que je me diversifierais pas en investissant, je sais pas, à Bali, en Arabie Saoudite, en Suisse, en Allemagne? Je connais mal Bali, mais je connais bien l'Arabie Saoudite et la Suisse et quelques autres géographies. J'inviterais d'abord à la prudence. Ok. On investit toujours mal quand on investit avec une contrainte de temps. Ouais. Tu sais, il y a en France un système qui s'appelle l'OBT 150 terres. Grosso merdo, c'est si tu vends une entreprise, tu as 2 ans pour investir une part de ta plus-value en échange d'une déduction fiscale. J'ai toujours trouvé que ce genre de mécanisme était en fait en réalité des cadeaux empoisonnés. Et l'investissement, je veux dire, la plus grande force d'un investisseur, et c'est le cas de beaucoup de gens qui nous regardent, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'investir. Exactement. Et ça, c'est votre plus grand atout. C'est-à-dire que vous avez le choix d'attendre ou de faire. Ouais. Ça doit vous rendre beaucoup plus sélectif. Alors, faut pas tomber dans le je fais jamais, parce que là, du coup, vous aurez tué votre avantage pour rien. Ouais. Mais vous devez être beaucoup plus sélectif que le fonds d'investissement qui est obligé de déployer, le gars qui vient de vendre sa boîte qui est obligé de déployer, etc. Ouais. Donc, je dirais aux gens qui nous écoutent, de manière générale et encore plus à l'étranger, soyez prudents. Deuxièmement, soyez un peu parano. C'est-à-dire que vous êtes le dernier arrivé dans la salle. Ouais. Je crois que tu veux me faire un jeu après avec le poker. Vous êtes le dernier arrivé à la table. Bon. L'idée que les autres se sont coalisés pour vous la faire à l'envers, elle est déjà plus de parties, ils sont chauds. Elle est pas nulle, nulle. Donc, soyez ultra vigilants. Prenez pas un conseil, mais prenez-en 2. Ouais. Voyez pas un agent immobilier, mais voyez-en 10. Okay. Allez pas visiter un bien, mais allez en visiter 10. Je pense que moins tu connais en fait ton marché, et plus tu dois passer du temps à labourer et à te renseigner, à lire des avis contradictoires sur le marché. Tu vois, si on prend l'Arabie Saoudite, il y a à peu près autant de gens qui disent que c'est une énorme bulle que de gens qui disent que les fondamentaux économiques sont très solides. Je fais plutôt partie de la deuxième d'ailleurs famille. Je pense qu'il y a plein d'opportunités. Okay. Donc davantage de vigilance, un peu de paranoïa, même c'est une bonne qualité d'un entrepreneur et d'un investisseur. Et après, une fois que vous avez votre conviction, il faut y aller. Et par contre, pour résumer en une phrase, diversifier son portefeuille dans différentes géographies, c'est une bonne idée. Ouais. Par contre, on investit avec plus de sélectivité là où on ne connaît pas que là où on connaît. Oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a fait, au moment du coup où tu as fait un stage et puis après un emploi, je suppose, qu'est-ce qui t'a fait basculer, tu étais dans l'opérationnel à l'époque, dans les projets, et après tu t'es dit, bah, moi, mon domaine, ça va plutôt être l'analyse que l'opérationnel, entre guillemets. C'est quoi qui t'a fait dire, bah, moi, monter des hommes, ça m'intéresse plus, par contre, de savoir comment on les monte partout dans le monde et quelle est la meilleure manière de le faire, ça m'intéresse. Non, c'est le hasard. Écoute, j'aimais bien écrire, tu vois. En prépa, c'était vraiment mon truc. J'ai adoré l'économie, donc je me suis dit, essayons d'écrire sur les nouvelles tendances de secteur. J'ai écrit notamment un livre en 2017 qui s'appelle L'immobilier de demain, qu'on avait vendu à 10 000 exemplaires en France, qui est très bien. Tu sais que 95% des livres vendent moins de 500 exemplaires en France, donc carrément. 10 000 c'était pas mal. Ouais, ça m'a toujours intéressé d'avoir ce regard extérieur. Après, au fur et à mesure, j'ai commencé à moi-même prendre le manche dans différentes activités, mais c'est l'histoire. L'historique. Et puis après, pourquoi moins opérationnel et pourquoi peut-être plus entrepreneur aussi à un moment donné, ça pourrait être une de tes questions. Moi, je crois beaucoup qu'on évolue par mimétisme. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de ça quand tu étais à l'école. Moi, je me souviens de beaucoup de gens qui me disaient faut pas vouloir ressembler à un tel, pas vouloir ressembler à un tel. Et je trouve que parfois, c'est pas le pire des moteurs. Tu vois, de se dire j'ai rencontré quelqu'un, sa façon de vivre, ses valeurs, son train de vie. Bah, j'aimerais bien être comme lui dans 10 ans, dans 20 ans. Ouais. Ça veut pas dire je vais tout faire comme lui. Mais je trouve que c'est pas un mauvais moteur. Et moi, c'était le cas. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs, de gens que je trouvais fascinants. Et je me suis dit, bah, je veux cette vie-là. Ouais, donc là aussi, pour les gens qui nous écoutent et qui parfois se font des nœuds à la tête avec des gens qui font du développement personnel à 2 balles en leur disant, il faut choisir ta voie que personne n'a jamais pris, réinventer la roue à chaque coin de rue. Ah, pas dans l'immobilier, je pense. Mais... Non, mais c'est clair, mais nulle part. Franchement, non. Si vous trouvez quelqu'un, garçon ou fille, donc, vous avez le droit de vous inspirer et de répliquer. Au contraire, enfin, je veux dire, je pense que Steve Jobs, il voulait être Bill Gates, ou Bill Gates, il voulait être Steve Jobs. Je pense que ça. Et voilà, une référence plus franco-française. Victor Hugo avait dit, je veux être Chateaubriand ou rien. Je crois que ça lui a pas trop mal réussi. Je crois pas qu'il y ait des gens qui disent, t'as pas de personnalité, Victor Hugo. Tu vois, tu t'es pas fait ta voix tout seul. Non. Donc, c'était un peu ça mon parcours. Créer un concept. Je sais pas si tu connais le concept des neurones miroirs. Non. Tu as dû déjà entendre, grosso modo, ça s'est découvert dans une expérience, je crois, il me semble que c'était à New York, où grosso modo on faisait des imageries cérébrales de densité, c'est-à-dire qu'on voit les zones du cerveau qui s'activent, et les scientifiques, fruits du hasard, ils avaient un gorille dans une salle, un autre gorille dans une autre salle, ils rentrent de pause, puis ils voient qu'il y a un gorille qui est en train de manger une banane, et l'autre qui est en train de le regarder, ils regardent l'écran, et ils se disent putain, c'est les mêmes zones du cerveau qui s'activent.
Sauf qu'à l'époque, c'était complètement impossible. C'est-à-dire qu'un gorille est en train de manger une banane et l'autre en train de le regarder, pas du tout le même mouvement. C'était impossible que les mêmes aires cérébrales s'activent. Et c'est grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs, d'où derrière ce qu'a développé Jim Rohn, qui était un coach motivateur américain, qui dit: nous sommes la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Tu vois, il faut l'assumer. Et il faut l'assumer. C'est très bien. Exactement. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans l'immobilier. Moi, en général, j'ai tendance à dire, si vous faites quelque chose dans l'immobilier et que vous avez l'impression de faire un truc exceptionnellement différent de ce que tous les autres font, c'est plutôt mauvais signe. C'est vrai dans la vie, tu vois, je veux dire, à un moment donné, voilà, ça vous empêche pas de le faire à votre sauce et de le faire avec votre personnalité, évidemment, mais ouais, il y a quand même des business qui ont déjà été éprouvés, qui sont matures. Il faut juste les appliquer avec un peu plus de discipline, un peu plus de rigueur, peut-être un peu plus de talent parfois que les autres, et vous allez très bien gagner votre vie. Aujourd'hui, toi, tu as plusieurs activités différentes, du coup. Comment est-ce que tu organises un peu ton temps? Est-ce que tu te dis, le matin, je bosse sur ça, l'après-midi, je bosse sur ça? C'est un peu au feeling en fonction des rendez-vous, des meets que tu vas avoir. Donc, mon groupe, il s'appelle RET Conseil. Vous trouverez rien sur Internet parce qu'il n'y a pas d'existence en tant que telle. C'est que les filiales qui ont des existences. Okay. Donc, en gros, dans le groupe, tu vas retrouver une activité de conseil, de conférencier, de consultant que j'ai beaucoup fait pour pas mal de dirigeants. Que tu fais moins? Que je fais l'activité de conférence qui repart très fort, mais je pense qu'en 2017 et 2022, j'étais le plus gros conférencier IMO en France en présentiel, en volume. J'en ai fait une centaine par an pendant 5 ans, donc c'était assez intense pour des entreprises. Grâce au livre notamment, tu penses? Le livre, c'est un objet culturel très respecté en France. Faut mieux écrire un mauvais livre qu'un bon rapport. C'est vraiment parce que le livre, c'est une couverture, tu l'offres, tout le monde a l'impression. Et puis comme personne ne le lit, oui, c'est vrai. tu peux vraiment écrire n'importe quoi. C'est pas le cas. Le livre était quand même, je pense, assez qualitatif, mais donc beaucoup de conférences. J'ai une boîte qui s'appelle Real Estate, donc la fusion de Real Estate et Tech, qui est un club de dirigeants que j'ai monté en 2017, dans lequel il y a une 60aine de dirigeants qui, grosso merdo, payent un abonnement à l'année pour avoir droit à un certain nombre de services, dont le principal étant d'être invité au dîner que j'organise les mardis soirs. Parce que chez moi, t'es venu une fois, sont reçus quasiment tous les vendredis soirs une quinzaine de dirigeants et dirigeantes de meilleur niveau, les numéros 1 des boîtes, des principales entreprises du secteur. Donc ça, c'est Real Estate. J'ai une entreprise qui s'appelle la Maison des Mandataires, où là, j'ai 40 réseaux d'agents immobiliers clients qui payent pour être visibles sur mon média, parce que j'ai la plus grosse newsletter des agents immobiliers en France. J'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Maison des Mandataires, alors B2B, pas du tout, qui s'adresse pas du tout au grand public, mais qui est aussi très suivi. J'ai un petit groupe, une petite activité qui fait de la renégociation d'assurance emprunteur. On a une centaine de commerciaux qui font ça. Le marché s'est ouvert depuis 1 an et demi. Et puis ma dernière entreprise, mais qui me prend beaucoup de temps, c'est Mister IA, dont on parlera peut-être, mais qui part d'une conviction très simple. ChatGPT et les autres outils d'IA générative vont entraîner une révolution des tâches du quotidien. Pour le dire autrement, c'est un nouvel outil de bureautique. Et donc, il faut former les gens à l'utiliser. Et donc, nous, on est une entreprise de formation en présentiel à ces outils d'IA générative, et on est devenu en 6 mois, on a 35, même presque 40 collaborateurs dans l'entreprise, et on est devenu en 6 mois le plus gros organisme de formation du secteur de la transaction immobilière, c'est sûr, peut-être même du secteur immobilier, parce qu'on a une grosse croissance. Voilà, et donc je te réponds à ta question, pardon. Oui, bien sûr. Je me la pose vraiment, tu vois, donc comme quoi je suis pas en mode robot. Est-ce que tu as une méthode pour t'organiser J'ai envie de dire, je vais au plus urgent, et puis jusqu'à ce que tout soit urgent. Je travaille énormément, tu vois. Donc, moi, j'ai une organisation de vie. Alors, je sais pas si c'est réplicable, tu vois, mais je la partage. Tu as des gens qui prévoient des temps de travail et puis les restes, ils disent je verrai ce que je fais. Moi, je fais tout l'inverse. J'ai quelques moments où je sais que je vais pas travailler. Genre le vendredi soir, je sors souvent les vendredis soirs. Ça, c'est noté dans ton agenda. Et tout le reste du temps, je n'ai rien de plus intéressant à faire qu'à travailler. Mais mon plaisir, c'est ça. Tu vois, je me lève le samedi, je sais pas, à 9h du mat, j'ai bien dormi et tout. Il y a rien qui me fait plus envie que d'aller travailler. Je me dis pas, je pourrais être en train de faire un musée, en train de faire un golf, en train de faire un machin. Voilà, par contre, je peux me dire, tiens, je vais faire un golf samedi prochain, je bloque 3 heures. Et donc, t'en fais beaucoup quand même quand tu travailles pas mal. Donc, un, je vois plus d'urgence. 2, j'essaie de travailler beaucoup. Et après, j'essaie de sentir, tu vois, et c'est ce qui est bien dans les groupes un peu diversifiés. Toi, je sais que tu as plusieurs activités. Où est-ce qu'il y a la grosse traction, tu vois. Par exemple, moi, j'ai beaucoup fait dans les années 19, 20, 21 d'accompagnement de promoteurs immobiliers qui voulaient grandir, qui voulaient racheter des confrères, qui voulaient se développer, qui voulaient lever des fonds. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Aujourd'hui, la promotion immobilière, elle est plutôt en train de dire on sauve ce qui peut être sauvé. Et donc j'ai ma boîte dans l'IA qui est en train d'exploser. Donc je passe beaucoup de temps là-dessus. Voilà. Mais est-ce que tu pilotes tout ça toi-même? Est-ce que tu as une assistante de direction, on pourrait l'appeler comme ça, une assistante personnelle? Non, j'ai pas d'assistant ou d'assistante. Par contre, dans les 6 entreprises, j'en ai 4 où il y a un CEO. Quand même, qui gère au quotidien. Moi, je gère Real Estate en direct. Et mon activité de conseil propre et de consultant. Tout le reste est géré par au moins une personne référente en qui j'ai confiance.
Donc ça aide quand même aussi beaucoup. Qui est salarié ou qui a de l'equity? Qui ont tous de l'equity, je crois. Ouais, ou en tout cas qui sont intéressés aux résultats d'une façon ou d'une autre, c'est la même chose. Et voilà, ça fonctionne bien. Après, quand on raconte comme ça, deux remarques que je me ferais si je voyais cette vidéo. La première, c'est putain, on a l'impression que tout est super cohérent, il a monté son groupe. Non, en fait, la vérité, c'est que. Ça se fait petit à petit. Là, je parlais des 5 trucs qui ont réussi, mais il y a plein de trucs qui ont raté. Les 5 entreprises, elles ont mis plein de temps à être matures. Et il y en a qui ont perdu de l'argent pendant certaines années. Et puis, deuxièmement, sur l'organisation des journées, on a l'impression que là aussi, c'est très cadré. Ben non. Mon quotidien, c'est régler des problèmes, m'engueuler avec des collaborateurs, pas trop souvent. Pas comprendre ce que les clients veulent, avoir des clients qui me payent pas. Enfin, tu vois, c'est comme tout le monde, comme partout, quoi. Bah ouais, et faut le dire aux gens qui veulent entreprendre. C'est aussi ça quand même, quoi. Bien sûr. Mais c'est ce qui rend le truc super challenging et intéressant. Mais voilà, donc là, on fait un biais de formation, par exemple, tu vois, en ce moment sur Mister IA. Tous les lundis et tous les jeudis, parce que c'est lundi, mardi et jeudi, vendredi nos formations. On fait, je sais pas, 10-15 sessions partout en France. Bah, la probabilité que tu aies une salle où il n'y a pas la lumière parce qu'il n'y a pas d'élec, la probabilité que tu aies 2 mecs qui ne trouvent pas la salle, la probabilité que tu aies un formateur qui soit malade, bah, plus tu as du volume, plus ça augmente. Exactement. Ce qui fait que le lundi matin et le jeudi matin, c'est pas trop le moment de m'appeler pour m'annoncer une mauvaise nouvelle parce que je suis déjà assez en stress sur que tout se passe bien. Voilà. Donc c'est ça mon quotidien. Et donc ça, pourquoi tu t'es jamais posé la question moi, j'avoue que je me la suis posée, je me la pose encore, de dire je prends du staff administratif d'aide et je visualise pas vraiment la boîte comme étant moi qui pilote et puis j'ai mes collaborateurs qui bossent, mais plutôt un bras droit, un bras gauche. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, peut-être que j'ai tort. Hein, tu vois, j'ai assez peu d'expérience, notamment. Tu vois, moi, avoir des salariés un peu en nombre, ça fait 1 an. Hein, donc, je suis très modeste et très humble. Beaucoup plus avec Mister IA. Voilà, mais avant, beaucoup moins. J'ai souvenir d'un banquier d'affaires avec qui j'avais déjeuné il y a 4-5 ans et qui m'avait dit tu vois, ce soir, j'ai un dîner prévu avec ma femme dans l'agenda. Et j'ai dit, il y a un événement spécial. Il me dit, non, on prévoit des dîners avec ma femme dans l'agenda puisqu'on a des assistants et d'assistantes respectifs qui collent des trucs dans les créneaux vides. Moi, c'est pareil. Voilà. Et donc, je me suis dit, attends, comment je peux rester maître de mon agenda? Moi, personne n'a accès à mon agenda au sens, tout le monde a mon Calendly avec mes créneaux que j'ai donnés, mais personne ne peut mettre un rendez-vous dans mon agenda. Écoute, j'y trouve un certain confort. Peut-être que j'y perds un peu en efficacité, mais voilà, je sais que voilà, demain soir, je vais à Lyon. C'est moi-même qui ai choisi mon hôtel comme un grand, qui ai choisi mes billets comme un grand. C'est toi qui est. Ok. Voilà, après, parce que j'aime bien aussi quelques endroits, mais je suis pas prêt à le déléguer. Et puis dans une journée, c'est bien d'avoir un petit quart d'heure où tu regardes les hôtels de Lyon, tu te dis tiens, où est-ce que je vais aller? Je connais pas. Ouais, faut pas être trop obsédé par ça, je pense. Ouais, ok. Ok, trop bien. Si on remontait un petit peu dans le temps avant d'avancer loin dans le futur, marché immobilier en 2023, pas mal de nouveautés, pas mal de choses qui ont changé. Si tu devais nous faire un petit recap assez concis de ton analyse à toi perso. Ouais, l'analyse, tu l'as fait souvent sur ta chaîne, je vais la refaire en la formulant un peu différemment. Le fait nouveau, c'est le niveau des taux. De toute façon, c'est ce qui s'est vraiment passé. Je redonne juste 2-3 chiffres. Entre 2021 et 2022, aux États-Unis, on est passé de taux. Si moi, je prends toujours le taux à 20 ans de l'acheteur moyen dans un pays. Tu vois. Il était à 2,7%. Beaucoup plus élevé les taux aux États-Unis, même avant la hausse des taux. 2,7, c'était le taux le plus bas depuis la création des États-Unis. Et pas mal de taux variables en plus aux États-Unis. Alors beaucoup moins que dans le cycle d'avant, mais encore pas mal. Mais en plus, effectivement, avec du taux variable en partie. Donc 2,7, on est à 7,2 8 mois plus tard. Donc le choc, il est absolument massif. En France, vous connaissez les chiffres, on est passé d'un 1 à 4 ou d'un 1,5 à 4,5. Bon, c'est des chocs qui sont massifs et qui sont... comment dire, même dans les livres d'économie, de macroéconomie, on n'avait jamais imaginé qu'on puisse en 1 an multiplier par 4 les taux. Et pourquoi on l'a fait? C'est intéressant. 1, pour lutter contre l'inflation. Et 2, puisqu'on s'est rendu compte qu'en augmentant les taux, on n'abîmait pas la croissance, pas trop la croissance, parce que toujours un arbitrage, c'est la courbe de Philippe, c'est un chômage-inflation. C'est grosso modo, si je veux lutter contre l'inflation, il faut que je fasse augmenter le chômage. Parce que plus il y a de chômage, moins il va y avoir de revendications salariales, et donc plus il va y avoir une désinflation des salaires, et donc moins d'inflation. À l'inverse, la loi de l'offre et de la demande. Et à l'inverse, si je veux faire baisser le chômage, je vais faire plein d'aides publiques, plein de relances, je vais augmenter l'inflation. Tu as un équilibre qui est de moins en moins vrai dans les 50 dernières années, mais qui explique encore beaucoup. On appelle la courbe de Phillips entre le chômage et l'inflation. Donc nous, on a voulu faire baisser l'inflation et on s'est rendu compte que la courbe de Phillips ne se réalisait pas, que le chômage n'était pas en train d'exploser. Et donc les banques centrales, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et quand tu fais ça, et c'est ce qu'on a vu en 2022 et 2023, tu as des conséquences très différentes sur l'immobilier dit commercial et l'immobilier dit résidentiel. L'immobilier commercial, c'est un actif financier hyper liquide, au sens une classe d'actifs extrêmement bien structurée. Et une classe d'actifs extrêmement bien structurée, quand tu augmentes les taux, ça fait baisser la valeur des actifs. Pour une raison très simple, c'est que avant moi, j'allais acheter ton centre commercial que tu as à me vendre, Timothée, je te disais, je veux 4% ou 5% de rendement,
parce que j'estime que le sans risque est à 2, il faut que tu me files 3 points de plus parce que ton centre commercial il est un peu vieillissant et je sais qu'il y a 2 locataires qui ne payent pas depuis 3 mois. Bah, en fait, quand les taux sans risque sont à 5, le même centre commercial, il a toujours les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Mais moi, il me faut toujours mes 2 à 3 points d'écart par rapport au sans risque. Donc, je vais te demander 7 ou 8. Et un actif qui a rendement, on va dire toutes choses égales par ailleurs, qui un jour vaut 5 et le lendemain vaut 8, il a perdu 40% de sa valeur. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que tous les mètres carrés de bureau dans le monde valent 40% de moins que ce qui valait il y a 2 ans. Ce qui veut dire aux États-Unis 2000 milliards de valeurs qui s'est envolé en 1 an et demi. Donc c'est assez massif. Économiquement. Un jeu mathématique. Ouais, un jeu mathématique et dont le nombre d'actifs qui sortent de cette logique est hyper faible. Alors oui, l'actif incroyable dans le triangle d'or à Paris, loué par LVMH, avec un loyer de dingue et avec un architecte de fou qui est passé. Économique. Et c'est 0,01% des mètres carrés dont on parle là. Le gros des mètres carrés, il répond à une logique très financière. Quand les taux baissent, quand les taux augmentent, les prix baissent. Et ça, c'est une règle de base en économie. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'économie et dans l'immobilier commercial, bureau, commerce, logistique. Logistique a eu des corrections extrêmement fortes de valeur et beaucoup de gens qui perdent beaucoup d'argent. Et en immobilier, on s'endette. Donc, grosso modo, on met 20% de fonds propres et 80% de dette pour acheter de l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe si l'actif il perd 20% ? C'est pas énorme de dire que je perds 20%. Bah, vous avez tout perdu. Exactement. Votre equity, vous la prenez et vous la mettez à la poubelle. Donc, c'est super quand ça monte. Parce que le mec qui a apporté les fonds propres, il chope plus de la plus-value par rapport à la banque qui récupère rien. Enfin, il y a une contrepartie à ça, il ne faut jamais trop l'oublier, c'est qu'en cas de baisse, la banque va se rémunérer avant. Donc elle va dire, tu l'as vendu 82 l'actif qu'on a acheté 100, c'est dommage, tu me dois 80. Donc il te reste 2, donc tu as perdu 18. Et donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les gros propriétaires, ils rendent les clés aux banques en disant, le prix de l'actif égale le prix de la dette. Voilà, monsieur le banquier, je vous rends les clés et puis moi, je vais faire autre chose. C'est quand même ça qui se passe aux États-Unis. Et comment les banques réagissent avec ça ? Enfin, qu'est-ce qu'elles font avec tous ces mètres carrés ? Elles ont 2 choix. Soit elles disent ok, je prends l'actif, elles le portent, elles ont un petit rendement quand même dessus, donc c'est pas 0 et elles espèrent des jours meilleurs. Voilà. Soit elles disent non, je les veux pas, je les refuse. Et donc elles rééchelonnent la dette et ça les met dans une position de faiblesse, mais parfois elles sont obligées de le faire. Donc c'était un peu ce qui s'était passé déjà en 2008. Dans le résidentiel, et tu vois, j'étais hier avec des notaires en Bretagne. Et pour moi, c'est ce qui est fascinant dans ce secteur immobilier et qui doit donner envie à beaucoup de gens d'investir dans l'immobilier en réalité, c'est qu'on quadruple les taux, les prix ne bougent pas. Mais ce qui est très contre-intuitif quand même, parce que l'acheteur, il n'a pas le même pouvoir d'achat. Et bien sûr. Bon, pourquoi est-ce qu'il y a cette telle résilience ? Plusieurs raisons qui expliquent ça. Et en Bretagne, il m'expliquait qu'à Brest, par exemple, les prix n'ont pas bougé d'1 centimètre. Alors, ils augmentent un peu moins qu'ils augmentaient par le passé. Il y a une forme d'atterrissage. Il n'y a aucune baisse. Et Brest, c'est pas la ville de 3000 habitants. C'est une vraie ville, capitale régionale, etc. En tout cas, une ville importante. Je pense qu'il y a plusieurs explications. La première, c'est que l'investisseur et le propriétaire résidentiel, c'est pas du tout le même que le propriétaire bureau. Le propriétaire bureau, c'est un assureur, un institutionnel. Et lui, il dit pourquoi j'irais acheter du bureau à 3,5% de rendement alors que le sans risque allemand, quand je prête à l'État allemand, ça me rapporte 3. Et donc il dit ton bureau je te l'achète mais à 4,5, c'est mon exemple du centre commercial. Là où dans le résidentiel, comme je le dis parfois, les gens ils lisent pas le Wall Street Journal tous les matins en disant cette année est-ce que j'achète une petite maison pour ma famille ou est-ce que j'investis sur le 10 ans ou le 20 ans au Japon. Et c'est normal, ça n'aurait aucun sens de réagir comme ça. Donc comme ils le font pas, en fait ils arbitrent beaucoup moins et donc oui ça coûte un peu plus cher, oui la mensualité a augmenté, oui ça fait pas plaisir et oui il y a des sacrifices qui sont faits par ailleurs. Si les prix ont résisté, c'est que les gens pouvoir d'achat, ils ont moins dépensé par ailleurs en restaurant, en vacances, en cinéma, en tout ce que tu veux. Mais ils font pas cet arbitrage au quotidien. On va dire financier, parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité. Deuxièmement, on le voit, ils arbitrent, et je l'ai dit un petit peu, l'immobilier au détriment du reste. Nous, on raisonne toujours en immobilier en toutes choses égales par ailleurs. Si les mensualités augmentent de 300 €, tous les gens qui n'avaient pas 300 € de plus à mettre en mensualité ne vont pas faire l'acquisition. C'est ça. Sauf que si ce raisonnement était juste, les prix n'auraient jamais augmenté en France. Exactement. Or, les prix augmentent depuis 30 ans pour une raison simple et dont il faut se désoler. Je constate quelque chose sans évidemment dire que c'est bien. C'est que la part du budget consacré au logement n'a fait qu'augmenter pendant tout ce temps. Alors, il y a une limite, c'est le 100%. Que les Français ne pourront pas dépenser 101% de leurs revenus dans l'immobilier. Mais on est très loin de ça, à peu près la moitié si on prend des 50%. Des grandes moyennes, mais on était à 25 il y a quelques années, et donc, il y a 20 ou 30 ans. Et donc, les Français font ce choix-là. Ça, c'est une des deuxièmes raisons, à mon avis, de l'explication. Et puis la troisième, et peut-être la plus structurante, la crise et la hausse des taux est arrivée dans l'immobilier de bureau en même temps qu'un vrai challenge d'usage lié au télétravail. Grosso merdo, vous avez de moins en moins de gens qui vont dans les bureaux. Je peux te raconter une petite anecdote d'une foncière parisienne très connue, une des plus grosses qui soit, qui est cotée en bourse, dont le patron a décidé, dans laquelle le patron a décidé de faire visiter les actifs aux administrateurs
Pour ceux qui ne connaissent pas un administrateur, et je le suis aussi dans quelques-unes de mes fonctions, c'est quelqu'un qui siège au conseil d'administration. Ok. Qui est payé pour ça? Ouais, qui est plus ou moins pertinent et qui connaît plus ou moins bien la réalité de la boîte. Et du coup, pourquoi est-ce que les actionnaires décident que ce mec-là siège au conseil Alors, d'administration? c'est pas toujours les actionnaires, parfois c'est le dirigeant qui choisit. Tu sais, en France, il y a beaucoup de ce qu'on appelle d'administrateurs indépendants qui ne sont pas vraiment représentatifs et représentants d'un actionnaire. On pourra en parler, mais c'est un vrai vice de gouvernance de beaucoup de nos entreprises. C'est une question de responsabilité collective. Si jamais j'ai fait une connerie, je pourrais dire que mon conseil l'a validé. Ouais, ok. Oh, c'est pas plus compliqué que ça. Je caricature un peu et je me tire un peu une balle dans le pied parce que bien sûr parfois il y a des discussions stratégiques intéressantes, mais voilà. Et donc le propriétaire de cette foncière, le patron de cette foncière dit je vais faire visiter des sites d'immeubles de bureaux à mes administrateurs. Et par un jeu de contraintes d'agenda, la visite est fixée un vendredi matin. Ils ont dû faire 4 actifs pour rencontrer une personne. Les gens qui ont fait cette visite sont pour certains indépendants, pour certains représentants de grands fonds de pension américains, en l'occurrence aussi canadiens. On parle de milliards d'euros. T'en visites un où il n'y a personne, deux où il n'y a personne, trois où il n'y a personne. Qu'est-ce que tu dis quand tu reviens dans ton board à Montréal ou à New York? C'est la merde. Le bureau, les gars, on va vers des heures très difficiles. Et donc, la hausse des taux est arrivée à un moment dans le bureau où on se posait des vraies questions sur est-ce qu'on n'a pas trop de mètres carrés de bureau? Et si on prend l'Île-de-France, il y a 55 millions de mètres carrés de bureau. Il y en a au bas mot 15 ou 20 millions de trop. Ça fait mal. Par rapport à la demande. Par rapport à la demande et peut-être même la demande anticipée des 10 ans à venir. Tu vois, on voit pas le rebond tout de suite. Ça veut dire qu'il en reste quand même 30 millions, donc il y a encore de l'immobilier de bureau à faire, mais ça veut dire que c'est challenging. À l'inverse, la hausse des taux dans le résidentiel, elle arrive à un moment donné où le secteur résidentiel, il y a un déséquilibre énorme entre l'offre et la demande. Ouais. Où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, notamment dans les métropoles, les villes moyennes un peu dynamiques. Et donc, ce déséquilibre, il est moins fort avec la hausse des taux, mais il existe toujours, et c'est pour ça que les prix se maintiennent. Okay. À la fin, tu vois, on ne fait pas de la mathématique appliquée, on fait un de base, offre-demande. Ok, il y a des gens qui sont prêts à m'acheter mon truc. Oui, ok, il y a un prix qui se définit. Okay. Donc la stabilité des prix et la résilience des prix, c'est quand même la grande surprise du chef. Alors moi, je l'ai écrit depuis 2 ans, donc même 3 ans. Donc sur ce coup-là, on avait eu raison, mais ça a surpris beaucoup de gens. Pour siéger au conseil d'administration d'une boîte de promotion immobilière, un fonds, etc., est-ce que c'est via le réseau? Comment est-ce que toi, par exemple, parce que je suppose que ça t'apporte de la data, de la donnée qui est super intéressante, surtout pour tes activités à toi. Il faut les deux. C'est bien de voir les boîtes d'en haut. Parce que quand tu conseilles, tu vois la boîte vraiment d'en haut. Tu parles qu'au PDG et il te raconte un peu comment il dirige sa boîte. C'est super intéressant parce que tu comprends ses contraintes. Mais si tu n'as que ça, tu perds très vite en pertinence. C'est vrai. Moi, je dis, le secteur immobilier, c'est l'agent immobilier qui fait 3 ventes par an au fin fond de la Creuse ou de la Haute-Loire pour prendre de l'endroit d'où je viens. Et c'est Alain Taravella, le patron de Altara Cogedim. Pour moi, qui est le GOAT, tu vois, de notre industrie. C'est vrai. De très loin. Ok. En fait, le secteur, c'est ces 2 gars-là. Et moi, je parle à ces 2 gars-là. Ok. Et je pense que ça, c'est mon grand atout. Ok. Parce que pour le coup, j'ai des signaux faibles à droite comme à gauche qui me servent à mieux comprendre l'industrie. Et donc, je pense notamment que les conseils d'administration où on m'a gentiment convié, c'était pour ça, en disant je me balade partout en France, à l'étranger, j'apporte des choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ont moins vu ou qu'ils n'ont pas eu le temps de voir. Il faut toujours être modeste. Moi, je dis toujours en début de conférence, je ne vais pas vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas, je vais juste vous donner à voir des choses que vous n'avez pas eu le temps de lire, pas eu le temps de regarder parce que vous êtes pris par l'opérationnel. Ouais. Tu ne peux pas être promoteur immobilier de déposer 2 permis par semaine et puis lire le Financial Times. C'est pas possible. Ouais. Il y en a qui font l'un, il y en a qui font l'autre. Il y a un modèle économique pour que l'un partage avec l'autre sa compétence. Tu vois, c'est comme ça que je vois mon rôle. Ok. Quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui fait un petit peu d'investissement immobilier, en tout cas qui veut en faire et qui veut avoir une sorte de vision assez large sans rentrer dans un avis d'expert, quelle source? Donc il me semble que tu as une newsletter qui est publique, où tout le monde peut s'inscrire sur Internet. Mis à part cette newsletter-là qui fait déjà un très joli résumé de ce qu'il y a à savoir, c'est tous les mardis, si je dis pas de bêtises. Tous les mardis matin, newsletter Realestech. On peut s'inscrire sur le site realestech.eu. C'est ça, exact. Est-ce que tu aurais d'autres sources que tu conseillerais à quelqu'un de novice qui n'a pas des énormes connaissances en économie, qui veut simplement avoir une vision un peu large de ce qui se passe en France? Il y a plein de sources que je déconseillerais déjà. Ok. Non, mais la presse généraliste est par définition assez mal équipée pour couvrir ces sujets-là. Je veux dire, c'est des pigistes qui souvent ne rencontrent pas les opérateurs et se basent sur des grandes tendances. Et c'est pour ça que la même presse généraliste qui disait que les prix baissaient ou allaient baisser, ou étaient à 2 doigts de baisser, ou demain serait la catastrophe en 2023, disent maintenant, en fait, il s'est rien passé. Donc, il faut se méfier quand même de ça. Les sources, qu'est-ce que je te citerais? Et tu vas voir où je veux t'amener. Je te citerai peut-être 3 types de sources. Okay. D'abord, des sources très données, très data.
Par exemple, non mais tu vois, l'INSEE, il sort des trucs incroyables sur le logement. Ok. Tu vois, tu veux investir demain dans le logement senior, tu as 15 études de l'INSEE qui te montrent dans quel département la population va vieillir et dans quelle population elle va rajeunir. Ouais. Grosso modo, elle va rajeunir dans les métropoles, elle va vieillir en dehors. Hyper basique, donc ça peut te donner des idées. On t'explique que les villes qui se peuplent et les villes qui se dépeuplent. Enfin, t'as dans la donnée. Et la donnée, il y a un côté, tu vois, c'est blanc ou noir et c'est très bien pour se faire une conviction avant même que la donnée elle soit retraitée, analysée par d'autres. Donc, ça, je dirais, la donnée, là, t'as plein d'observatoires divers et variés, même la FNAIM, tu vois, on fait plein d'observatoires. Donc, moi, je pense que la donnée. Deuxièmement, la presse étrangère. Moi, tu vois, je lis beaucoup. Tu vois, des sites, alors tu as les Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal qui sont très très bien pour sentir les nouvelles tendances du marché. Tu peux tous les jours, toutes les semaines. Ouais, je suis vraiment un gros lecteur de ces sources-là. Okay. Et puis sur des médias spécialisés, tu as Inman qui est spécialisé par exemple sur tout l'écosystème des agents immobiliers aux US. Tu as PropModo qui est spécialisé sur les tendances de fonds d'investissement et de la tech dans l'immobilier. Tu as pas mal de trucs comme ça. Tu as une newsletter qui s'appelle Briefcase qui est pas mal aussi. Et quelques mecs sur Twitter aussi à suivre qui sont pas mal. Ça, c'est la deuxième source. Et la troisième source, elle va peut-être te surprendre, mais juste parler aux gens en fait. Il faut pas aller dans des événements immobiliers en se disant je vais devenir. Enfin, je sais pas dans quel mindset les gens y font, mais en tout cas, moi, si je devais aller dans un événement immobilier, ça m'est arrivé de l'en faire longtemps, mais non, un peu moins, sauf quand je suis speaker, ce qui me prend 300 par semaine déjà quasiment. Faire parler les gens. Tu vois, hier, j'étais avec des notaires bretons. Je veux qu'ils m'expliquent c'est quoi les nouvelles tendances du notariat, qu'est-ce qui se passe sur le marché, qui se passe pas ailleurs. Tu vois, la question que je pose tout le temps dans mes dîners, c'est qu'est-ce que vous avez vu que les autres n'ont pas vu. Signaux faibles. Tout le temps, je pose cette question à tous mes dîners, c'est qu'est-ce que tu as vu sur le marché que tu penses que les autres de la table n'ont pas vu ou ont moins vu ou ont vu différemment. Et ça veut pas dire que les autres sont cons, ça veut dire voilà. Et donc, il faut parler aux gens, je pense que tu as des agents immobiliers qui te regardent et des professionnels de l'immobilier. Il faut prendre un petit déjeuner ou un déjeuner avec son courtier en financement tous les mois. Il faut voir son diagnostiqueur. Il faut sentir le marché, il faut faire parler les gens. Et rien ne vaut sur un marché local une connaissance des 10-15 personnes qui comptent et qui tous les mois te racontent un peu des choses. Il y a, je sais pas, peut-être 15 jours, je sors une vidéo courte sur YouTube, sur tous les médias courts, TikTok, Insta, etc. Et je dis que moi, pour le relationnel que j'ai avec mes partenaires, je suis très vieille France. Donc, un peu comme toi, je vais faire des petites soirées chez moi. Et surtout, par exemple, je vais inviter mes banquiers à manger. Et quand j'ai dit ça, j'ai eu plein de gens dans les commentaires en disant « Mais c'est n'importe quoi, mais on peut pas manger avec un banquier. » Et en fait, moi, si tu veux, ça me paraît super naturel. Alors, je pense aussi parce que je viens d'un milieu qui n'est pas défavorisé, qui n'est pas aisé, mais qui est classe moyenne supérieure. Donc, j'ai jamais eu l'image du banquier comme quelqu'un d'intouchable, tout comme le toubib, quelqu'un d'intouchable, le notaire, quelqu'un d'intouchable. Donc, j'ai peut-être pas cette distance qu'une grande partie de gens vont avoir par le statut, la manière de parler, on aime dire des mots compliqués pour pas se faire comprendre, etc. Et je pense que c'est, comme tu disais, une des manières les plus pertinentes en fait d'avoir de l'info et surtout, tu disais tout à l'heure, en local. À fond, et de nouer des relations business. Tu vois, moi je pense que dans le business, en tout cas, et d'ailleurs ce que je trouve très bien, parce que c'est une forme de méritocratie, on travaille jamais avec toi parce que tu es le copain, parce que t'es le copain du gars. C'est-à-dire que je travaille pas avec toi parce que tu es mon pote. Si on prend l'exemple de nous, Timothée. Prenons l'exemple, on se connaît depuis quelques temps, tu vois, et tout. Bon. Si demain j'ai un sujet, j'ai besoin d'un conférencier, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir éclairer un sujet, je vais pas te prendre toi parce que tu es mon pote. On se connaît. Par contre, entre toi et deux personnes de profil proche qui me feraient à peu près la même offre, je vais prendre celui que je connais, avec qui je m'entends le mieux. Pourquoi ? Parce que j'ai envie moi-même de passer un bon moment. Sauf que des moments dans la vie où on est en concurrence avec 2-3 autres personnes qui nous sont proches, il y en a tout le temps. Oui. C'est clair. Non mais et donc c'est là-dessus qu'il faut penser. Faut pas se dire il va travailler moi parce que je suis son pote. C'est juste que quand il aura à faire un choix entre quelqu'un comme moi qui a été sympa, qui l'a invité à bouffer, avec qui a une relation qui a été faite de confiance, et quelqu'un d'extérieur, bah, il me choisira. Et moi j'ai toujours fait comme ça, tu vois. Et j'ai dû être déçu 2 ou 3 fois, j'ai dû l'oublier, et tant mieux. Mais dans l'ensemble de mon business, c'est toujours comme ça. J'ai toujours noué des relations et avec une approche aussi, tu vois. Si on donne quelques conseils que moi j'ai jamais donné en vidéo, pour en faire quelques-unes aussi comme toi. Il y a une forme d'ascèse, de sacerdoce dans l'entrepreneuriat qui est que l'enjeu n'est pas tellement ce que vous voulez faire et de ce que vous aimez faire. Par exemple, moi, j'adorais aller au restaurant les midis et boire un petit coup avec mes clients. Mais j'adorais ça dans les années 17, 18, 19. Maintenant, ça me fait chier à mort. C'est vrai ? Parce que j'ai fait tous les restos de Paris, que je ne bois plus d'alcool le midi, que les gars, je les connais tous. Parce que, mine de rien, on finit par répéter un peu la même chose de temps en temps, machin. Bon. Mais ça, c'est dans mon meilleur des mondes. Et donc, moi, je ne propose pas naturellement forcément d'aller déjeuner. Mais si je sais que ça fait plaisir à un partenaire, à quelqu'un d'important pour moi, je le fais.
Oui. Ce que moi je veux faire n'a pas d'importance. Oui. Je m'adapte à mon client, tu vois, c'est lui qui a raison, c'est avec lui que je vais faire du business, et donc je suis amené à le faire, et c'est très bien aussi. Mais là aussi, il faut sortir du truc. L'entrepreneuriat, c'est des contraintes, quoi. Tu vois, le seul gars qui a raison, c'est, tu vois, hier j'ai fait un dîner chez moi qui s'est pas très bien passé. J'étais pas très content, tu vois, du chef. Ça peut arriver. Pour la bouffe, ok. Pas la même que d'habitude. Et à la fin, le chef m'explique que c'était quasiment moi qui était en tort, tu vois. Et je lui dis que en fait, j'avais par définition raison puisque j'étais le client. Oui. Et je lui ai dit, tous les gens qui sont autour de la table, c'est mes clients, et ils me diraient la même chose si moi je faisais une mauvaise prestation. Tu vois. Donc ça, c'est aussi un truc qui est très dur dans l'entrepreneuriat et très roof, quoi. C'est grosso modo, c'est le client qui a toujours raison. Faut faire le job. Faut faire le job, voilà, exactement. Donc tu ne fais pas vraiment de différence. Je crois que tu disais un peu de ça tout à l'heure. Tu l'as dit dans un autre podcast avec 2 amis qu'on a en commun, qu'il n'y a pas vraiment de différence entre vie perso, vie pro chez toi. C'est un truc qui te parle. Moi, je sais que quand je le dis en général, on me prend pour un demeuré. Ouais, alors peu de différence. Ouais, mon tu cas peux inviter personnel, un partenaire en soirée à Saint-Tropez. Ouais, totalement. Il y a même la moitié des gens qui sont avec moi à Saint-Tropez ou ailleurs, c'est souvent des clients. J'essaie, au-delà de mon cas personnel qui est pas très intéressant, mais qu'est-ce que les gens peuvent en retirer, tu vois. Je pense que essayer de nouer des relations fortes avec ses clients et de sympathie, c'est mieux parce que ça rend le quotidien beaucoup plus agréable. Ok. T'as les 15 minutes du début du rendez-vous, tu vas parler un peu d'autre chose, donc ça rend quand même le quotidien plus agréable, ça crée des relations de long terme. Et puis de fait, c'est peut-être plus comme ça le deuxième conseil que je donnerais. Quand tu travailles beaucoup, je sais pas comment tu peux gérer 1, 2, 3, même une boîte, faire un peu de contenu par ailleurs, voir tes potes tous les soirs et avoir une famille. C'est impossible. Donc tu fais des choix. Voilà. Oui. Et moi, mes choix, les uns et les autres se reconnaîtront peut-être. Moi, j'ai 3 meilleurs potes à Paris, dont mon frère. On est 4. J'ai pas d'autres potes à Paris. Okay. Grosso merdo. J'ai mes potes d'enfance à Saint-Etienne que je vois 2 fois par an et je les adore, mais tu vois, c'est le deal, quoi. Voilà. Et grosso merdo, tout le reste du temps, je travaille. Okay. Et donc, comme je veux une vie où on s'amuse un peu quand même, j'essaye de nouer des relations, tu vois, d'amitié, de sympa, où on peut se dire que on va dîner, on bosse pendant 1h30 pendant le dîner et après on va boire un coup, où c'est plus cool, quoi. Okay. Donc c'est un peu ça aussi qui a amené le sujet. Okay. Mais oui, enfin voilà, un truc que j'avais dit un jour qui avait marqué, tu vois, aller boire une pinte avec un pote, tu vois, un soir de semaine, genre ça m'est pas arrivé depuis 15 ans. Ok. Et ça m'arrivera jamais. Parce que pourtant t'aimes bien sortir. Ouais, mais tu vois, tu faut faire des choix, quoi. Tu vois, le temps il est pas extensible à l'infini et j'ai plein d'ambitions, plein de trucs à faire. Par contre, oui, de dire tiens, vendredi j'ai 3 potes mais j'ai aussi 3 clients et donc on lit l'utile à l'agréable et là on se prend une bière ou 2 ou 3 d'ailleurs. Ça c'est ok, tu vois, mais consacrer 1 heure de relations sociales. Ouais. Pas ton objectif en tout cas. Ouais, voilà. Ok, donc ça c'était les tendances un peu fortes de l'année dernière. Maintenant quelqu'un qui dirait ok Vincent, j'ai bien compris ce que tu veux dire, mais moi j'aimerais me diriger vers là où je pense que le marché va se diriger pour les 2, 3, 5, 10 prochaines années. On a parlé d'IA tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est l'avenir du secteur de l'immobilier ? Est-ce que tu penses que la promotion dans le neuf, c'est fini ? Que maintenant, c'est la rénovation de l'ancien ? Il y a beaucoup de logements vacants. Enfin, il y a tout un tas de sujets. C'est quoi ton avis sur le futur ? Je peux te donner quelques conseils sur le futur en tant qu'investisseur. Puis après, plus pour les professionnels de l'immobilier, c'est là qu'on parlera davantage éventuellement d'IA. Et puisque je pense que c'est très transformant, IA au sens chat GPT du terme, très IA générative. Moi, si j'étais un investisseur, tu vois, si j'avais de l'argent à investir dans l'immobilier, c'est pas totalement théorique en plus, qu'est-ce que je regarderais que j'aurais moins regardé dans les années à venir ? Ouais. Je regarderais d'abord des classes d'actifs sur lesquelles les acheteurs naturels sont plus là. Par exemple, le petit bureau de province. Petit bureau de province à transformer ou à garder en l'état. Petite galerie commerciale de province. Ça, c'était des actifs qui étaient achetés par les SCPI. Exact. Qui achètent des trucs à partir de 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Donc, c'est des montants accessibles, même si bien sûr ça reste des grands montants pour le premier investissement. Bon. Ces acheteurs-là, ils sont plus là parce que les SCPI, elles collectent beaucoup moins. Ouais. Mais un marché, il y en a un qui part, il y en a un qui arrive. Ah oui. Tu sais, je veux dire, le jeu des vases communicants. Parce qu'il y a toujours une famille qui a décidé d'arbitrer, de vendre son petit immeuble de bureau de 300 mètres carrés à Angoulême parce qu'eux, ils veulent faire autre chose. Eux, c'est le moment d'aller les voir et de leur faire une offre plus agressive. Donc moi, je regarderais déjà des classes d'actifs et des géographies dans lesquelles les institutionnels sont partis. Et vraisemblablement pour un peu longtemps. Ça, c'est les classes d'actifs que j'aime bien. Dans le logement, j'aime beaucoup la classe d'actifs de la maison individuelle. Je sais que c'est contre-intuitif et que ça a plein de problèmes. Il y a un marché locatif de la maison individuelle, notamment lié au divorce. Pour le faire simplement, et tu viens de la campagne comme moi, tu sais que un des grands enjeux quand tu as été en couple en maison, c'est qu'après, il y a les deux parties, et souvent malheureusement, comme il y a encore beaucoup d'inégalités salariales dans notre pays, les femmes n'ont plus les moyens de rester propriétaires seules en maison. C'est ça. Et le retour en appartement, il est très dur socialement. Ouais.
Voilà, on s'en remet, il faut toujours dire aux gens qu'on se remet de tout, mais c'est pas l'idéal. Bon. Et donc, la voie pour ces gens-là, c'est de devenir locataire en maison individuelle. Et donc, il y a une grosse demande sous-jacente de location en maison individuelle qui n'est pas du tout. Toi, tu tapes maison à louer à Saint-Etienne, il y en a 8, quoi. Il n'y a pas de marché, quoi. Bon, donc je pense qu'il y a une vraie prime. Et l'avantage que vous allez avoir, il est vous allez avoir des locataires qui sont plutôt des familles plutôt que la coloc d'étudiants, qui a plein d'avantages, mais qui a aussi des inconvénients. Donc, des gens qui vont rester plus longtemps, qui vont faire plus attention aux biens. Ça, c'est montré dans des stats aux États-Unis très, très clairement. Deuxièmement, vous êtes sur un actif rare par excellence. Vous savez qu'il y a la ZAN, la zéro artificialisation nette, qui est une loi qui amène les opérateurs immobiliers à artificialiser de moins en moins de sol. Or, quand on fait de la maison individuelle, comme c'est de la construction horizontale, on artificialise beaucoup. On va donc construire dans ce pays de moins en moins de maisons individuelles jusqu'à ne plus en construire du tout à horizon 10 ou 15 ans. Bon. C'est ça aujourd'hui le scénario le plus crédible. Par un phénomène de rareté hyper basique, ce qui est rare et cher, et donc la maison individuelle, elle va vraisemblablement se valoriser un peu plus que l'appartement, puisque dans les zones denses, c'est là qu'on va construire un peu davantage, qu'on va surélever, qu'on va aller faire de la transformation bureau-logement. Donc, il y aura un peu plus de nouveaux logements dans ces régions-là. Donc, moi, je regarderais aussi les maisons individuelles comme classe d'actifs sur lesquelles il peut y avoir des rendements très, très corrects. Et je pense que c'est un truc à creuser vraiment pour vous. Je regarderais tout ce qui est de l'immobilier densifié. Alors, c'est... Du T3 que je transforme en 2T2 par exemple. En fait, moi, tu vois, une de mes thèses, c'est comme il y a plus de demandes que d'offres et qu'on construit plus de logements dans le pays, grosso merdo, là même de la maison individuelle, on va réduire les surfaces. On va réduire les surfaces. Autrement dit, on va davantage occuper les mètres carrés déjà construits. Donc la réno. Et ça va jusqu'à des gens qui achètent des campings pour les mettre en location longue durée. Je sais, pour les étudiants. Ce qui est un symptôme très 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 inquiétant de la crise du logement, mais ce qui d'un point de vue business montre qu'il y a un intérêt. Tu vois, tu es venu chez moi, tu as vu mon appartement, au-dessus ils sont 8 dans les 3 appartements au-dessus. 8 personnes. Pour la même surface que moi où je suis tout seul. Ok. Après moi c'est le bureau, il y a un peu de place, mais 8 c'est de la coloc, et ça c'est un modèle économique qui marche très bien. Et ils ont 11 mètres carrés, c'est des jeunes, ils sont dans le centre de Paris, ils sont contents, ils payent 1000 balles. Je dis pas que je serais ravi que mes enfants, quand j'en aurai, ils restent 5 ans de leur vie là-dedans. Mais de dire que c'est pendant un an pour la dernière année d'école ou pour la première année, ça se gère. C'est très supportable, on l'a tous fait et honnêtement on n'en est pas mort non plus. Donc j'aime bien l'idée de l'immobilier contraint et du résidentiel un peu densifié. Là, il y a plein de classes d'actifs intéressantes à regarder et on peut le faire à partir d'un T4 qu'on transforme, et donc ça peut être très abordable là-dessus. Petite astuce dans l'astuce, pourquoi pas acheter des T4 et des T5 aux promoteurs qui n'arrivent pas du tout à les vendre en ce moment. Moi aujourd'hui, si j'avais un peu plus de temps et des moyens peut-être encore supérieurs, j'appellerais les promoteurs et je dirais ton T5, je te l'ai acheté à la moitié du prix affiché. Et tu penses que ça passerait ? Je pense que dans certaines régions, les T4 et les T5 deviennent des tels problèmes de commercialisation qu'ils sont prêts à faire beaucoup de sacrifices. Parce que la classe qui a acheté ces appartements, aujourd'hui, c'est elle qui a le plus perdu. Elle a quitté les centres-villes. Exact. Les familles ont quitté, tu vois, le centre-ville de Paris. Ont quitté, il faut toujours être un peu nuancé. Oui. Ont progressivement été de plus en plus nombreux à quitter la métropole. Alors, le T5 pour voilà. Ça n'a pas été aménagé comme de la coloc, donc il y a un peu plus de travaux à faire. Or, le promoteur, il est déjà planté sur le projet, il n'a pas envie d'en remettre lui-même. Et puis, ça a été démontré. Là où la commercialisation, c'est plus tu montes en prix, plus la commercialisation a freiné. Sauf quand tu retournes sur le haut de gamme, tu vois, si on prend en prix du logement, prenons pas Paris, prenons Lyon, tu vois, une ville normale, à 100 000 euros, ça continue à vendre après comme avant. À 200 000 euros, ça se vend un peu moins bien qu'avant. À 300 000, 400 000 euros, ça se vend beaucoup moins bien qu'avant. Et quand tu repasses sur le million ou les 2 millions d'euros, là, ça se vend toujours bien. Ouais. Mais tu as une sorte de... Un gap, une fourchette. Ouais, qui est plutôt du... gamme moyenne plus quand même, on va dire, tu vois. Voilà. Et ça souffre à mort. Ouais. Mais alors, le T4, T5 là-dedans, qui est à fond dans ces prix-là, lui, il est invendable. Donc, s'il est invendable, c'est qu'on peut l'acheter pas cher. Exactement. Je regarderai ça. Voilà, qu'est-ce qu'on regarde. J'aime bien, tu vois, c'est l'endroit où on est aujourd'hui aussi. C'est te dire, moi j'aime bien l'idée de... En fonction de mettre une activité à l'intérieur. Ouais. En fait, à la fin des fins, notre métier, c'est de trouver des usages avec des mètres carrés. Voilà. Et l'immobilier, il y en a partout, tu vois. Je veux dire, quand on parle d'un business de salle d'escalade, tu poses 3 questions et tu comprends que c'est un business immobilier. Et bien sûr. J'ai besoin d'une bonne localisation. Immobilier avec un nombre de mètres carrés minimum, immobilier, de la hauteur. De la hauteur, voilà. Oui, donc je peux pas le faire n'importe où, ok. Et puis un peu de règles de RP, de machin, sécurité. Et tu dis, ok, donc tu as besoin en fait d'un cahier des charges immobilier
sur lequel après tu vas faire ta tambouille qui consiste à mettre un mur d'escalade et à vendre 10 balles de l'heure ton truc d'escalade. Et donc des besoins immobiliers, il y en a plein dans nos vies, tu vois. Et c'est vrai qu'un des nouveaux besoins, alors qui est sûrement une niche, hein, bien sûr, mais c'est de dire qu'il y a de plus en plus de gens qui font du contenu vidéo. Voilà. Et donc louer des espaces adaptés, comme tu l'as fait aujourd'hui, pour te faire des vidéos, ça me paraît des usages plutôt des usages de demain que des usages d'hier. Et donc acheter des surfaces dont l'usage historique n'est plus adapté. Enfin, ici, je vais te prendre un truc tout con. Peut-être qu'ici c'était les écuries des chevaux, tu vois. Poubelle, non, mais tu vois, bon, il n'y a plus de chevaux à Paris. Bon, donc on en fait rien. Bah non, on va peut-être en faire autre chose. Et donc ça aussi, tu vois, et c'est peut-être d'ailleurs le message de fond que je voulais dire, c'est dans les 10 dernières années, les gens qui ont gagné de l'argent dans l'immobilier, c'est les gens qui ont acheté le plus de choses avec l'optique de les revendre quand les taux seraient plus bas. Les mecs qui ont gagné le plus d'argent dans l'immobilier, c'est les mecs qui ont acheté des immeubles de bureaux à 5% de rendement et qui les ont vendus à 3,5% parce que la BCE a baissé ses taux entre temps. Exactement. Ça ne demande pas une finesse d'analyse et une intelligence tellement supérieure à la moyenne. Celui qui va gagner de l'argent dans les 10 prochaines années, c'est celui qui va voir ce que les autres n'ont pas vu. Celui qui va comprendre l'usage que les autres n'ont pas compris. Au fond, le vrai métier de l'immobilier, capacité à anticiper les tendances, un peu plus que va le faire le marché. Tu crois à cette rue-là parce que tu sais que cette rue, elle va se développer alors que les autres n'y croient pas. Tu vas acheter ici, tu vas gagner de l'argent. Tu penses qu'il y a la place pour un commerce de proximité ici, alors que grosso merdo, les gens sont plutôt dans le doute, dans l'attentisme. Tu vas le faire et tu vas gagner de l'argent si tes prévisions se révèlent justes. Et c'est moi, toujours une question de pari. C'est une pari, mais je trouve ça super enthousiasmant de se dire que c'est le plus malin qui va devenir le plus riche et pas le plus riche qui va devenir encore plus riche. Parce que c'était quand même ça dans les dernières années. Bien sûr. Donc ça rebat beaucoup les cartes. Ok, trop bien. J'ai eu une expérience il n'y a pas longtemps, peut-être ça va te parler, avec un mec qui a une boîte d'entretien, qui fait l'entretien des principaux logements de l'OPAC en Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, qui est une grosse boîte que bien sûr, un gros bailleur social. Exactement. Lui, il fait que l'entretien de tous ces logements-là, donc c'est une boîte de rénovation où il a des ouvriers. Voilà, je sais plus combien ça fait de chiffre d'affaires, mais plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça tourne bien. Et ce mec-là, un jour, il rachète un club de basket assez connu. Et puis, par fruit du hasard, fruit de relations, je le rencontre. Puis on discute un peu business. C'était il y a peut-être 3 ans. Donc j'avais déjà une 60aine de lots immobiliers. J'avais déjà 2-3 boîtes qui tournaient un petit peu. Ça se passait bien. Et il me dit, écoute, moi aujourd'hui, voilà, ça tourne bien. J'achète des restaurants. Pour moi, le restaurant, dans l'image de parents, profession libérale et tout, c'est les salariés, c'est danger. C'est les gens, ils vont piquer dans la caisse. C'est vraiment le pire business. Même si j'ai toujours eu un goal dans ma vie, je pense, d'ouvrir un restaurant un jour, c'est le pire business à faire. Il me dit, mais non, pas du tout, parce que moi, c'est juste pour payer le loyer. Je dis, comment ça, pour payer le loyer? Il me dit, moi, ce qui m'intéresse dans les meilleurs restaurants, à Dijon, à Beaune, à Villefranche-sur-Saône, à Lyon, à Besançon, etc., dans des villes de taille un peu intermédiaire, c'est l'emplacement. Il me dit, et moi, faire de la bouffe, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que ce soit à peu près à l'équilibre, pouvoir payer un directeur général qui s'en occupe. Et moi, ma mensualité de crédit, elle est payée. Je fais ça pendant une dizaine d'années et au bout de 10 ans, j'ai l'emplacement. Non, c'est très juste. Je mets une toute petite nuance à ce que tu dis. C'est-à-dire que l'idée de voir tout business comme un business à sous-jacent immobilier, c'est intéressant. Il ne faut pas aller jusqu'à dire, et d'ailleurs tu l'as bien même toi dit, il faut quand même que ce soit à l'équilibre. Il faut quand même que la structure puisse payer le loyer. Bien sûr. Tu vois, et c'est pour ça que moi je me suis pris la tête avec mon frère il y a 3 jours, qui me disait que McDo était un business immobilier que immobilier. Je sais que c'est la thèse du film de fondateur et tout. Ok, bon. Non, mais moi j'ai travaillé au McDo pendant 6 mois dans ma vie, tu vois. C'est avant tout une machine d'exploitation qui a atteint un niveau de productivité jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est clair. Et c'est parce qu'ils ont cette efficacité-là que par ailleurs, ils sont en mesure de payer des gros loyers à des propriétaires qui gagnent très bien leur vie. Fine. Mais il faut jamais se tromper trop de combat. Tu vois, il faut un truc qui structurellement et de manière dans l'exploitation est rentable pour que l'immobilier en bénéficie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'immobilier peut en bénéficier énormément si tu te retrouves à être propriétaire des murs, du truc qui marche bien, du truc branché, du truc qui va bien. Aujourd'hui, nous, au sein de la foncière familiale, on a, avec les projections en cours, 130 lots. On va avoir 80 habitations à peu près, une vingtaine de locaux commerciaux et le reste en professionnel. Comme répartition pour transiter les futures crises du futur, qu'est-ce qui te paraît, toi, est une bonne répartition de portefeuille entre le résidentiel, le commercial, d'immeubles, etc., galeries marchandes, comme on l'a vu, et le professionnel de bureau? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut une majorité des résidentiels, notamment pour la raison que j'ai citée, c'est-à-dire ça résiste à tout, quoi. Conviction de marché. Ça résiste à tout. C'est un marché sous-offreur, structurellement en déficit.
on construit de moins en moins de logements. Enfin, tu vois, je veux dire, moi, je pense que c'est. Plus de 50% d'habitation. Ouais, un bon 50, quoi, disons. En tout cas, au moins une moitié, je pense que c'est très sage décision. En plus, tu as une vraie expertise là-dedans. C'est-à-dire que je sais aussi te faire une réponse adaptée à ce que tu sais faire. Bah, bien sûr. Parce que tu peux peut-être acheter 15 mètres carrés sur la Lune, mais comme tu l'as jamais fait, c'est très théorique, ce que je dirais. Quoi. Mais dans ce que tu sais faire et qu'il faut absolument garder, je dirais ça. Et après, pour moi, ton enjeu à toi, on en avait parlé la dernière fois un peu, c'est d'avoir un mix de patrimonial et de choses qui tournent. Ouais. Parce que c'est là que tu vas maximiser ton modèle. Et c'est vrai un peu de tout le monde. Le problème du pur patrimonial, d'abord, tu es limité puisque tu dois immobiliser pour une période longue à chaque fois que tu veux faire une nouvelle opération. Exact. Et que de fait, c'est soit patrimonial, soit une marge tout de suite. Mais c'est rarement les deux en même temps. Ouais. Donc, tu as un truc qui est très bien, mais qui va rassurer les banquiers. Avec ce levier-là, tu devrais pouvoir créer une sorte plutôt de foncière de rotation où tu achètes pour 1 an, 2 ans. Donc, un mix entre de la propriété et du marchand de biens / promotion. Okay. Ça me paraît très intelligent. Et avec en plus des sorties qui peuvent être l'opération un peu fatiguée ou le 10e appartement t'en as vendu 9 mais pas le 10e, bah, tu l'achètes avec ta foncière. Donc, tu as des vraies synergies entre les deux. Ouais, ta foncière, elle a un actif qui est un peu fatigué. Bah, tu le fais rénover par ton branche promotion qui, du coup, la ressort. Ouais. Bah, l'idée d'avoir un peu, tu vois, une machine à détenir et une machine à transformer. Ça, j'aime bien cette idée. Je pense que c'est très adapté au monde dans lequel on vient. Où, et tu l'as dit, on l'a dit, comme on va moins construire de neuf assez durablement dans ce pays, pour peut-être arriver à 0 logement neuf en 2050, c'est tout à fait une thèse qui est possible, même si je ne le souhaite pas. Ça veut dire qu'on va beaucoup rénover l'ancien, on va beaucoup réhabiliter l'existant. Et donc là, ça demande des compétences un peu différentes. Donc pour moi, c'est ça que tu devrais faire. Et ça vaut pour les gens qui nous écoutent aussi. Tu vois, je veux dire, bien sûr, c'est de manière générale. Hein. De manière générale. Ok, trop bien. Pour faire une conclusion, une bonne conclusion, j'aimerais qu'on joue à un petit jeu, si tu es d'accord. Je crois que tu aimes bien le poker. Ouais, je jouais un peu quand j'étais plus grosso modo, je vais te donner 10 questions ou 10 thèses. Tu as 3 réponses possibles. Première thèse, c'est tapis. Ça veut dire que je suis à fond dans cette thèse. Deuxième possibilité, c'est check. Ça veut dire J'attends. Troisième thèse, je me couche. J'y ai pas du tout. Pour moi, c'est une impasse. Numéro 1, investir dans l'immobilier français. Faut que j'explique pourquoi à chaque fois, en une phrase. D'abord ta réponse. Donc, et puis après, si tu peux. Plutôt tapis. Parce que je pense que la France, c'est le pays qui a les politiques du logement les plus absurdes de l'Union européenne, qui vont amener donc à une production de logements neufs à peu près de 0, et donc une valorisation, toutes choses égales par ailleurs, de ce qui a déjà été construit. Donc je pense que c'est pas mal de miser. Je sais que les mecs qui ont acheté en Californie, la Californie a fait tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de politique du logement pendant 30 ans. Ouais. Les prix ont explosé, il y a des SDF partout, donc c'est un drame social, mais c'est très bien pour ceux qui ont investi. Ouais. Ok, très bien. Numéro 2, à fond dans la location courte durée. Non, je me couche. Pour des raisons qui vous voyez venir. Hein, c'est que on est en train de réguler un peu plus chaque année, tant que le truc n'est pas stabilisé. L'équation économique, elle peut trop bouger. Ouais. Moi, je dis toujours aux gens, c'est dur déjà quand il y a 2-3 paramètres qui peuvent bouger, tu vois. Mais s'il y en a 10 qui peuvent bouger, je ne sais pas quelle sera ma fiscalité, je ne sais pas quel sera mon prix de location, je ne sais pas combien de nuits je pourrais louer. On n'est pas des magiciens. Ou alors vous dites, je fais un pari, mais dans ces cas-là, vous allez à la Française des Jeux, c'est pareil. Ouais. Honnêtement, là, le court durée dans les métropoles, je serais beaucoup plus nuancé dans les villes moyennes. Ok. Où il y a beaucoup moins de règles, de contraintes. Gîte, table d'hôte. Voilà. Mais dans les métropoles, je me coucherai. Numéro 3, investir dans les terrains agricoles. Je connais très très mal. Je sais que les volumes de transactions sont beaucoup plus bas que ce qu'ils ont été. Ouais. Ce qui est une des raisons, je crois qu'on en parlé ensemble, de la crise des agriculteurs qui date du début de l'année 2024. Ouais. Pendant le salon de l'agriculture. Parce que comme on peut de moins en moins les artificialiser, ils valent de moins en moins cher. C'est la retraite qui... C'est ça, c'est la retraite des agriculteurs qui s'envole. Par contre, et tu vois, là, c'est aussi connaissance marché. Si vous savez que le maire va rendre constructible un terrain agricole, c'est pas mal de l'acheter avant qu'il le devienne. Ça peut être une bonne conjoncture. Ça peut être une bonne conjoncture. Investir dans l'immobilier au Moyen-Orient. Alors moi, je passe beaucoup de temps à Dubaï, à Riyad, c'est des pays que je connais bien. Tu vas souvent, ouais, j'y vais pas mal. J'aime bien la vibe et puis j'ai rencontré pas mal de gens. J'étais à un gros salon, notamment là encore à l'automne, qui s'appelle Cityscape à Riyad. Qui est vraiment le salon de l'immobilier de demain. À la fin des fins, l'immobilier augmente en valeur. Là aussi, toutes choses égales par ailleurs, là où les gens deviennent plus riches. De manière générale, oui. De manière générale, il vaut mieux acheter dans la ville où les gens sont de plus en plus riches que dans la ville où les gens sont de plus en plus pauvres. Ça, c'est un truc de base. Bon, la région du monde qui devient de plus en plus riche, c'est clairement le Moyen-Orient. Donc, il y a par définition des super
investissement à faire en logement, en hôtellerie, en bureau. Donc ça, je pense que c'est hyper bien. Je pense que l'Arabie Saoudite est un pays à part parce que c'est un vrai pays au sens où il y a 40 millions d'habitants avec une vraie classe moyenne, ce qui n'est pas le cas à Dubaï, il n'y a que des expats, c'est un peu différent. C'est un peu compliqué encore pour des Français d'investir en Arabie Saoudite. Quand ce sera possible, je pense que ce sont des investissements à regarder avec des rendements qui sont beaucoup plus élevés que les rendements qu'on a en France, pour une raison simple. Les grands institutionnels, ils vont pas vraiment. Il y a un peu moins de demandes, donc vous allez pouvoir avoir des bons prix. Un bon prix égale un bon rendement. Ok, donc tapis. Ouais, tapis. Okay. Se lancer dans le restructuring d'entreprise en 2024. Je check et je... Tu vas monter des boîtes, j'en ai monté 6 dans ma vie. Mais un peu plus si on prend celles qui n'ont pas marché. C'est vraiment dur. Ouais. Honnêtement, je me dis toujours 3 ans plus tard, quand elle a atteint ma maturité, je me dis si j'avais su qu'il y avait tout ça, est-ce que je l'aurais fait? Je pense que oui, mais je me pose la question à chaque fois quand même. Donc, partir de zéro pour avoir un truc qui marche, c'est dur. Mais partir d'un truc qui marche pas pour se transformer en un truc qui marche, je pense que c'est encore plus dur. Et donc, pourquoi pas? Mais faites-vous peut-être déjà les armes. Pour moi, c'est toujours pareil. C'est commencer par vendre vos journées à 300 € la journée à des gens qui en ont besoin. Et un jour, vous aurez une boîte de gens que vous vendez 2 000 € la journée. Ouais. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de. Tu vois, j'aime bien raconter ça aussi. Il n'y a pas de linéarité obligatoire dans l'entrepreneuriat. Je veux dire, Xavier Niel, à 40 ans, il n'était pas milliardaire, quoi. Ouais. Je veux dire, voilà. Patrick Drahi, à 35 ans, il était moins riche que moi. Ouais. Non, mais tu vois, je veux dire, il n'y a pas de sujet, quoi. Et que toi. Par contre, il a eu une forme de patience. Et à un moment donné, il a vu sa niche. Le seul truc, c'est faites des trucs. Ouais. Faites des trucs, tentez des trucs, investissez dans des trucs, développez des compétences, voyez des clients. Et un jour, vous allez trouver une brèche. Vous allez dire, putain, là, j'ai trouvé un truc où je vais peut-être pouvoir gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais on ne part pas de ça. On part de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que les gens ont besoin, c'est quoi mon marché. Et ça, je pense, ça doit vous amener plutôt à créer des nouvelles boîtes dans un premier temps qu'à racheter des boîtes qui ne marchent pas. Je sais bien que tout le monde a l'impression que le patron d'avant, c'est un abruti, mais la vérité, c'est que souvent, on se rend compte qu'il n'était pas tant abruti que ça, que juste le marché est difficile, que les salariés sont infernaux. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais... Donc, tu te couches. Je me couche, ouais. Tu te couches. Ok. Développer une boîte avec beaucoup de salariés. Je check. Je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes qu'on peut faire avec des modèles d'indépendants. Ok. Tu vois, moi je connais bien des agents immobiliers par exemple. Tu vois, la grande révolution des agents immobiliers, c'est que des IAD, des CFT, des Capifrance sont arrivés et on dit ce qu'on faisait en salarié avec des agences physiques, on va le faire de chez soi avec des indépendants. Ouais. Bon, c'est devenu les plus grosses boîtes de l'immobilier quasiment en France. Donc ça, je pense que c'est intéressant de se poser la question. Ça n'empêche pas que chez IAD, il y a 200 salariés au siège. Donc tu vois, c'est pas du tout incompatible avec ça. Et après, on en parle souvent, hein, je pense que c'est comment tu les incentives et comment tu comprends. Et moi, tu vois, j'ai 35 salariés là sur Mister Ya et je me pose la question tous les jours. Moi, c'est ma vie. C'est c'est ton quotidien. Ouais, mais c'est mes tripes, tu vois. C'est mon destin. C'est vraiment, tu vois, si la boîte réussit, c'est que j'ai réussi ma vie. Je veux dire, tout en me disant que si elle plante, je ferai autre chose. C'est-à-dire que, mais dans le moment où je suis en train de la faire, tu vois, j'y mets toutes mes tripes, toute mon énergie, toutes mes nuits et tout. Et ça, il faut que j'arrive à comprendre que le salarié qui est là pour 3 ou 4 ans et qui fera autre chose, il soit pas dans le même mindset. Ouais. Ça, j'ai beaucoup de mal. Et ça, mais si tu comprends pas ça, t'es mort. Parce que nous, il y en a 3-4, s'ils se reconnaissent très bien, qui sont super dévoués, machin. Mais il y en a d'autres qui sont des salariés normaux, tu vois. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Et ça, il faut accepter ce décalage-là. Pour ça que c'est bien de travailler avec mon frère, tu vois, qui est associé avec moi. Je sais que nous, on est au moins 2 à être alignés là-dessus. Et ça, c'est vachement important. Maintenant, invite des gens qui ont des milliers de salariés depuis 15 ans, ils sont beaucoup plus pertinents que moi. Mais voilà ce que moi je vois, tu vois, au bout d'un an. Ok. D'une boîte un peu structurée. Bon, question suivante, tu as un petit peu répondu. Travailler en famille. Ouais, travailler en famille. Bien sûr, je fais tapis. Je ferai une petite nuance aussi, hein, toujours pour essayer d'apprendre quelque chose. C'est travailler en famille dans des boîtes qui vont bien, c'est facile. Ouais. Parce que travailler en famille dans des boîtes qui vont mal. Et c'est le destin de plein de boîtes, hein, d'aller mal, toi définitivement, soit à un moment donné. Je pense que là, c'est plus challenging. Donc, nous, on a un organe de gouvernance, tu vois, avec mon frère, qui fait que si à un moment donné, on est en désaccord sur une décision, on nomme un comité de 3 personnes, une personne nommée par mon frère, une personne nommée par moi, une personne nommée par nous deux, et que c'est 3 personnes qui prennent la décision à notre place. Et elles sont déjà définies, ces personnes? Non. C'est au moment où on viendra, il faudra qu'on se mette d'accord sur une personne. Et ça, c'est chacun d'associés que vous avez fait. Tous nos pactes d'associés, c'est ça. Ah ouais. Et j'espère qu'on n'aura jamais à l'activer, mais ça nous rassure en disant s'il y a une décision vraiment stratégique, vendre la boîte, ne pas la vendre, faire une levée de fonds, pas la faire, une levée de fonds, virer quelqu'un, pas virer quelqu'un, ça, plein de trucs où vraiment il y a un désaccord de fond qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est rare, mais ça peut arriver. On a un organe de gouvernance dessiné pour ça. Un peu comme quand Tapi avait fait son arbitrage, c'est exactement le modèle.
Ok. Chacun nomme quelqu'un, on nomme quelqu'un à deux, et ces gens-là décident. Dans l'immobilier, il vaut mieux faire moins mais seul ou plus mais avec beaucoup d'associés? En fait, tu vois, c'est une très bonne question dans laquelle je vais dire je check parce que c'est une question forcément nuancée. C'est comme les gens qui me disent est-ce qu'on est plus riche en solopreneur ou en entreprise? En fait, il y a tellement de paramètres qui bougent. Non, mais tu sais, je veux dire, je connais des solopreneurs qui mangent des cailloux. Ouais. Je connais des solopreneurs qui gagnent, tu les connais aussi, des millions. Je connais des chefs d'entreprise qui ont 200 salariés qui mangent des cailloux et d'autres qui gagnent très bien leur vie. La question ne veut rien dire. Pour moi, la question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant et qu'est-ce que le marché te renvoie comme information? Okay. Moi, pendant des années, le marché, mes clients, ils m'ont dit on veut travailler avec toi, Vincent. On aime ta vision du marché, ton truc. Quand j'ai monté ma boîte dans l'IA, j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait aucun problème que j'envoie à mes formateurs. Oui. J'ai structuré la boîte. Tu sais, je veux dire, je me suis pas fait des nœuds à la tête en me disant quand j'aurai 30 ans, là, je vais développer une boîte avec des salariés alors qu'avant, je faisais tout seul. Non, le business, t'en sais rien. Tu vois, je vais sortir de ce rendez-vous, je vais croiser un mec qui va me dire moi, je vais payer beaucoup plus, mais je veux que ce soit toi qui fasses les formations, puis je vais peut-être réfléchir à un autre. Tu vois, faut se laisser porter par le marché, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas de réponse absolue. Ok. Par contre, oui, commencez par vous vendre seul. Déjà, c'est pas mal avant d'essayer de vendre les autres. C'est pas mal. C'est un bon début. Quand on a de l'argent à placer dans la pierre, il vaut mieux acheter cash qu'avec crédit. Là, c'est pareil. Il faut comparer ton taux de rendement à ton taux d'intérêt. C'est des trucs très basiques de microéconomie de base. Si tu achètes un truc qui rapporte 5 et que tu as une banque qui te prête à moins de 5, tu as un intérêt à avoir la dette pour faire un effet de levier. Ouais. Donc, ça, c'est clair. Si la banque elle te prête à 5 pour acheter un truc qui rapporte 4, ton effet de levier il joue à l'envers. Donc, c'est pas à recommander. Et puis, de manière générale, et cette crise, elle le montre très bien, l'immobilier est un truc qui est cyclique. Pas trop sur les prix dans le résidentiel, mais sur les prix sur tout le reste et sur les volumes partout. On fait un tiers de transactions en moins quand même dans l'immobilier résidentiel qu'on faisait en 2021, 23 versus 21. Et donc, quand la crise arrive, c'est quand même les plus endettés qui sont les plus en danger. Ouais. Et c'est pour ça, et je pense que c'est la différence entre des gens qui sont arrivés à ton niveau et des gens qui en sont à leur premier investissement, c'est qu'à un moment donné, tu penses plus juste t'es plus un tableur Excel. Tu raisonnes groupe, tu raisonnes risque, tu raisonnes réputation au niveau des banques. Et donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et c'est beaucoup plus subtil. Bien sûr. Et donc, des fois, la banque, elle va te dire que là, tu es un peu au max de ton endettement. Si tu forces comme un dingue, peut-être que tu vas avoir une dette de plus. Oui. Mais peut-être t'es peut-être grillé. Pour ça, il faut sortir les choses. Voilà, il faut sortir les choses. Et la dette, il ne faut jamais oublier. La différence entre les fonds propres et la dette, c'est que les fonds propres, tu les rembourses si tu gagnes de l'argent. La dette, tu la rembourses même si tu perds de l'argent. Oui. Et je sais qu'on sort de 10 ans de dette pas chère et donc on est tous drogués à la dette. Moi, j'ai pas d'euros de dette, tu vois, et c'est ce qui m'aide aussi, même dans mes boîtes. Zéro. Zéro dette. T'étais locataire. 0 euros de dette, mais c'est un bon confort quand même quand la crise arrive, quoi, tu vois. Ok. Donc Patrick Drahi, pour ne pas le citer, qui a 60 milliards de dettes. Et qui dit qu'il se sent beaucoup mieux avec 60 milliards de dettes qu'avec les premiers 1 million. Avec ses actifs qu'il a en face. Ouais. Je crois qu'il disait ça il y a 2 ans. Je suis convaincu, je le connais pas du tout, mais je suis convaincu qu'il dirait plus ça aujourd'hui. Ça mériterait un check. 60 milliards, il faut toujours essayer de. Moi, je suis passionné d'économie, tu vois. J'adore regarder, comprendre les business models des boîtes et j'invite tout le monde à le faire. 60 milliards de dettes. Il était endetté à 6% en moyenne, 5% en moyenne. Ouais, c'est 5%. Ah, grosso merdo. Bon, voilà. Bon, donc ça lui coûtait 3 milliards et demi par an d'intérêt. Bon, voilà. Bon, maintenant, il s'en est à 10. Ça lui coûte 7 milliards. Ça lui coûte plutôt 6 milliards par an. Ouais. Bon, des business où d'une année à l'autre, tes coûts financiers prennent 3 milliards. Si tu veux, c'est presque son EBITDA, quoi. Donc, c'est un vrai sujet. Donc, faut être vigilant. Dernière question de ce petit jeu du poker. Si je veux devenir riche et libre, il faut que j'entreprenne dans le secteur de l'immobilier. Yes, ça j'achète tapis. Je pense que c'est un super secteur dans lequel il y a plein de choses à faire. Il faut que j'entreprenne, c'est clair. Et pour devenir riche, ce serait quoi le conseil que je pourrais donner dans l'immobilier? Soit vous avez l'idée du siècle. On a dit que c'était assez rare, mais on peut toujours la chercher. Il y en a qui le font, tu vois. Soit vous allez faire quelque chose que quelqu'un d'autre fait, mais avec plus de discipline, plus de rigueur, plus d'analyse, plus de temps, plus d'énergie, plus de relationnel. Et là, oui, tu vois, c'est. Warren Buffett, il fait ce que font 50 autres fonds aux États-Unis. Exactement. Il achète des boîtes, il les revend quand il a estimé qu'elles sont à leur maturité. Il le fait mieux. Oui. Il a des antennes que les autres n'ont pas. Et donc, c'est ça, moi, que je donnerais comme conseil, c'est trouver votre voie. Ma voie, c'est d'acheter des petits commerces de pieds d'immeuble. C'est un super classe d'actifs, par exemple, notamment dans les villes qui bénéficient du télétravail. C'est-à-dire là où les gens, avant, allaient au bureau tous les jours. Du coup, il n'y avait personne dans les commerces. Maintenant, les gens vont au bureau 15 jours par semaine. Donc, en fait, il y a 4 jours par semaine où il y a plus de gens dans les petits commerces. Ça, je pense que c'est une bonne classe d'actifs à regarder. Trouvez votre niche.
Et à un moment donné, une fois que vous l'avez trouvé, creusez là, connaissez tous les agents immobiliers du coin qui font ça, tous les brokers qui font ça, tous les banquiers qui aiment bien ça, toute la partie prenante, et devenez expert sur un truc. Et ça demande un peu de temps. Je crois pas trop à l'idée qu'on devient riche en 6 mois, tu vois, dans ce secteur. Donc faut creuser. Mais oui, on peut. Enfin, pour des gens qui sont disciplinés, un peu rigoureux et qui ont envie de travailler, c'est un super secteur pour s'épanouir, faire des choses de gros volume et pour in fine constituer un beau patrimoine. Ça, c'est. T'en as l'exemple et il y en a plein qui l'ont fait. Mais quand on s'est rencontrés au dîner, plein de gens qui apprennent avec qui j'ai débriefé et tout, toi, les trucs qui remontent quand on parle des gens comme toi, ta connaissance de l'immobilier local, c'est très clair, mais ça, on peut pas la challenger. Oui. Mais on se dit, ouais, c'est un gars qui est hyper méthodique, hyper organisé, hyper rigoureux. Pour moi, c'est pour ça que tu réussis, tu vois. Ouais. Plus par méthode que talent. Beaucoup plus par méthode que par talent. Ouais. Et miser plus sur la méthode que sur le talent parce que le premier est à votre main et le deuxième est beaucoup plus incertain. Donc, la méthode. Un interview de Jacques Brel où il dit ça. Ouais. Tu connais ? Ouais, je vois. Il dit, je connais pas d'artiste. Ouais. Le talent, j'ai jamais vu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et par contre, je connais des gens qui se tuent à une tâche et qui essaient de faire un truc dans leur vie, de le faire bien. Je pense que ça, c'est un bon conseil qu'il faut répéter à l'envie. Donc, conclusion de l'épisode, on pourrait dire il vaut mieux être un excellent spécialiste qu'un généraliste moyen. 100 fois. Et ça a apporté tout le monde. En plus, vous pouvez vous former maintenant en ligne. Enfin, vous avez quand même plein d'atouts. Plus d'excuses, mais voilà, il faut être rigoureux. Je finirai là-dessus, tu vois. Nous, on fait beaucoup de formations. Il y a un peu pas de développement personnel, mais dans nos formations sur l'IA, on essaie quand même de dire que ça va vous aider à vous émanciper, etc. Donc, il y a un peu de ça. Et je me dis toujours, c'est dur d'apprendre à quelqu'un à être rigoureux. Ouais. C'est dur de devenir rigoureux. C'est dur d'apprendre la rigueur. Mais c'est moins dur que d'apprendre le chinois. Et c'est moins dur que d'apprendre la physique chimie appliquée ou le quantique. Exactement. Et donc, tout est très relatif. C'est dur de devenir rigoureux quand on l'a jamais été. C'est moins dur que d'apprendre le chinois, donc c'est à la portée de tous. Trop bien. Pour les gens qui veulent suivre tes aventures, ce que tu fais, tout ça, mon LinkedIn, très bien. Vincent Pavanello, ma newsletter Real Estate. Tout ce qui est sujet IA, c'est plutôt côté Mister IA. YouTube, à une époque, tu avais. Ouais, on fait quelques vidéos sur YouTube, mais maintenant, je modestement, je n'ai pas suivi mon propre conseil. Mais parce que pris par d'autres choses, je viens dans les chaînes YouTube des gens qui m'invitent et de mes amis. Mais mais on écrit beaucoup de newsletters surtout. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi.